Bonjour Stéphane, Bonjour Laurent. on a du -12 ici et chez vous à Paris, comment ça se passe? Ah non, on a du ciel bleu. On a du ciel bleu, c'est décembre, mais on va dire qu'on est encore en automne. Ah ouais, donc vous payez Ouais, vraiment c'est pas le assez de réchauffement. ouais, vous payez pas assez de taxe CO2, ça se voit quoi, tout de suite. Ouais, non, 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 c'est le réchauffement ici. Et alors, si je sors, disons que j'ai des petits-enfants, c'est pas encore le cas, mais j'espère, par cette température-là et que je les ai mal habillés, est-ce que, je les ai maltraités? Ouais, ça dépend, tu sais, dans les pays scandinaves, ils aiment bien se promener à poil sur la neige et prendre Mmh. des bains froids, donc c'est probablement une notion relative à au social. Mais oui, se balader à poil dehors quand il fait froid, ouais, c'est Que stimulant. Ouais, voilà, quelle habile, introduction au sujet du jour, puisqu'aujourd'hui nous allons essayer de parler de ce que pourrait être, la protection des petits-enfants, les plus vulnérables, dans un monde libre, comparativement à ce qu'on a aujourd'hui comme procédure administrative, soi-disant pour aider ces créatures, sans défense et adorables. Donc, je te propose, un petit scénario pour se mettre en jambes. J'aimerais d'abord faire une distinction entre, vraiment un mauvais traitement et une agression patente, ou latente, ou je sais pas comment on devrait le dire. Mais disons quelqu'un qui s'occupe mal de ses enfants, ça c'est un peu le point de départ de la critique anti-libertarienne, c'est d'isoler dans le livre de Rothbard, Ethic for Liberty, le passage sur les enfants où il stipule que des parents qui s'occupent mal de leurs enfants, qui ne les nourrissent pas comme il faut, qui ne les protègent pas comme il faut, ne commettent pas de crimes et ne sont pas susceptibles d'être l'objet d'une action en justice, même dans un monde libre, donc avec de la justice privée, bien sûr. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui choque beaucoup de monde et qui permet, entre guillemets, à nos détracteurs de brandir cet argument pour dire que toute la philosophie qui vient avec ce genre d'affirmation est à jeter à la poubelle. Regardez, ils veulent vendre leurs enfants, ils veulent les laisser mourir de faim. J'ai une anecdote pour illustrer, si tu me permets. Mais on va commencer effectivement par la thèse de Rosbard sur ce point. Et après, je te propose de faire de la littérature, 2 minutes. La thèse de Rosbard, c'est bien celle que tu as exposée, mais elle s'explique, elle a sa logique, qui est qu'il peut y avoir des situations pour une famille, d'être dans des situations extrêmes, en période de guerre, en période de famine, dans des contextes d'esclavage, pas dans nos démocraties rebondies, si je puis dire, hein, prospères, n'est-ce pas, mais dans des situations compliquées, et même d'ailleurs, tu vois, moi qui ai grandi en Afrique, il y a typiquement, quand j'étais gamin, il y avait encore tout un tas de familles qui faisaient plein d'enfants pour espérer en avoir quelques-uns à la fin. Mmh. Donc le rapport à l'enfant et la logique que certains parents peuvent suivre par rapport aux enfants en termes de survie, etc., est certainement différent dans plein de circonstances que celle qu'on se met en tête en tant que gentil parent. Euh, et que pour certains parents, la survie de la famille et des parents peut être plus importante que la survie d'un enfant en particulier, même si c'est horrible à dire. Mais c'est Ouais, ça ouais. qui est derrière. Mmh. Voilà. Bon. Et justement, dans ce qui me vient à l'esprit au niveau littérature, c'est exactement ce sujet-là. J'ai fait un article sur Libérali, sur une œuvre que je recommande, qui est par ailleurs qui est exceptionnelle, d'un prix Nobel de littérature chinois, Yan Ma, si souvenir selon son nom. Le titre du bouquin, c'est Beau sein, belle fesse. Donc, tu vois, c'est pas du tout érotique, pas du tout, du tout. Mmh. C'est juste le portrait de la mère qui sert de personnage central à cette histoire. On est à l'époque de la Chine, juste après la fin de la guerre, donc le début du maoïsme et la révolution. Donc, on voit en réel toutes les turbulences, pour ne pas employer d'autres mots, de la Chine à ce moment-là, et de la famine, à un moment donné, que subit une famille
là-dedans. Avec une anecdote sociale qui est celle du brin de paille. Et le brin de paille, c'est le titre que j'ai gardé pour l'article. Le brin de paille, à l'époque, c'était le signe de reconnaissance sur les marchés qu'on donnait à des enfants pour reconnaître les enfants dont la famille souhaitait se séparer parce qu'elle ne pouvait pas les entretenir et les faire vivre. Et l'argument que donne la mère pour mettre un brin de paille à sa fille, c'est de prier une femme plus riche qu'elle, de la prendre et de lui donner enfin la chance de vivre une vie qu'elle puisse mériter. Donc le point étant qu'on n'est pas du tout dans une logique de désespoir et comment dire, morbide de la part des parents. Au contraire, c'est une démarche totalement pleine d'espoir. Mais pour pouvoir faire ça, et j'essaie de répondre au point de Rosebard, pour pouvoir faire ça, il faut carrément que les parents aient un certain droit sur leurs enfants, ne serait-ce qu'un droit de tutelle. S'il n'y avait pas à moins un droit de tutelle, on ne pourrait pas imaginer de pouvoir faire un truc pareil. Après, donc, ça rejoint le sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois de la majorité et à partir de quand on peut considérer un enfant comme suffisamment mature pour prendre ses propres décisions et, par exemple, refuser d'aller dans cette famille-là. À ce moment-là, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités autrement. Tout à fait. Et pour rejoindre le thème qu'on va discuter aujourd'hui, dans une société libre, justement, on pourrait confier des enfants de la manière que tu viens de le décrire, peut-être pas avec des brins de paille, mais entre familles, sans passer forcément par une administration qui va tout vérifier, tamponner et mettre ça dans des formulaires. Parce que justement, même s'il ne s'agit pas d'un cas de désespoir ultime où les enfants sont prêts à mourir de faim en 3 jours, des parents pourraient décider, soit pour le bien de leurs enfants, soit parce que ce sont effectivement de mauvaises personnes qui n'en veulent plus leurs enfants, de les confier à quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, une autre anecdote, mais pour aller dans ton sens, mais je pense que j'essaie avec les anecdotes de donner quand même du réel pour montrer qu'on n'est pas que dans le blabla et qu'il y a des situations très concrètes. L'ami avec lequel j'ai fait Liberté Manifeste, en tout cas le début, a adopté un jeune gamin, si je ne dis pas de conneries, il vient de l'Azerbaïdjan ou du Kazakhstan, Azerbaïdjan je crois, qui a été abandonné par son père alcoolique. Et qui était ravi que ce gamin puisse être adopté par un Brésilien. On est dans un scénario complètement machin, mais encore une fois, c'est une décision parentale où la situation dans l'espèce tristement lucide, si je puis dire, d'un parent fait un échange quelque part de son enfant, et l'enfant en est ravi en l'occurrence. Si tu regardes les vidéos que depuis on voit, le gamin il explose. Mais pour que ça soit possible, effectivement, il faut qu'on soit dans des logiques d'échange positifs, même de nos propres enfants. Alors ça, c'est un peu le côté, si j'ose dire, rose de très mauvaises situations, parce qu'on préférait évidemment que ça se passe autrement et que les parents et les enfants baignent dans une harmonie et d'une sérénité éternelle. Maintenant, c'est pas toujours le cas, et il y a vraiment de mauvais parents qui vont, même dans une société libre et idéalisée, comme on l'a réfléchi tous les jours, se comporter de façon assez déplorable, et par exemple maltraiter de façon passive, et j'aimerais voir aussi quelle différence on peut faire là-dedans, soit maltraiter de façon passive leurs enfants, c'est-à-dire les abandonner à eux-mêmes, mais disons sur leur propriété, donc pas s'en occuper, pas les nourrir comme il faut, etc. Voire les maltraiter de façon active, et là c'est coups et blessures et autres sévices. Oui. Alors actuellement, quand un truc comme ça est constaté, la police intervient, l'administration intervient, et on essaie d'extirper l'enfant plus ou moins de façon correcte des griffes de ces parents-là. Et je peux accorder, si ce n'est la bonne foi, au moins les bonnes intentions de faire, enfin disons, de sauver un être en difficulté et soumis à plus fort que lui. Donc, bon, c'est pas parce que l'État le fait là que je vais forcément critiquer la chose dans tous les cas, mais comment ça se passerait d'une façon plus libre et qu'est-ce qu'on y gagnerait ? Bien, alors, les mécanismes dans un monde libre, ils sont nombreux, enfin plus nombreux, il y en a plusieurs. Tu en as évoqué un premier, qui est
qui est connu, et encore une fois, la littérature donne des exemples. C'est le gamin qui décide à un moment donné de partir, qui fuit, et qui, se faisant, quelque part par rapport à la société, se met en position de se déclarer, sinon adulte, en tout cas émancipé, ou en voie d'émancipation. Donc ça, c'est clairement possible, prévu par le droit naturel. Après, ce sont les autres adultes qui devront décider de qu'est-ce qu'ils font de cet enfant, comment il... C'est le deuxième point d'ailleurs, hein, c'est... Les autres adultes pourront décider de l'accueillir, l'héberger. C'est l'adoption, quelque part, et relève de ce mécanisme-là, et elle n'est pas spécifique aux libertariens, encore une fois. Bon. Et puis, une famille qui maltraite, en général, une famille qui maltraite, la communauté dans laquelle la famille maltraite, ça se voit. Les gamins, ils vont jouer, alors à moins qu'ils soient totalement reclus, mais même quand ils sont reclus, les gens alentour, le voisinage, fut-il éloigné, il faut bien que les parents, aient des échanges, ils aillent au marché, les gens auront vu que la mère est enceinte, donc tout le voisinage, de toute façon, sait très bien qu'il y a des gamins. Ils vont très bien voir si ces gamins, ils les voient régulièrement ou pas. Il y a forcément un témoignage social de la vie de ces gamins, et donc, quelque part, de suspicion ou de méfiance ou d'interrogation quant à la santé ou bon traitement que ces gamins peuvent subir de la part de leurs parents. Une communauté, le gossiping, le commérage, de toute façon, aura vite fait de se rendre compte des choses. C'est le premier point. À partir de là, c'est une action sociale. Donc, c'est aussi à cette communauté de dire, mais soit ils abandonnent, ok, soit ils se disent, mais non, on ne peut pas laisser faire ça, il faut qu'on s'interroge sur ces gamins. Tu sais, on dit souvent, je dis souvent que le droit est une reconnaissance sociale, c'est la même chose ici. Hein. Les gamins deviennent adultes quand ils sont reconnus socialement pour être adultes, mais ça suppose que la communauté les reconnaît et s'inquiète, au sens positif, s'inquiète d'eux. Et si, dans une manière générale, si une communauté finit par laisser faire une fois, voire souvent, que des maltraitances parentales, c'est fondamentalement, c'est un problème de pratique du droit et de conception du droit que cette communauté a. C'est pas juste. Mon point, c'est pas juste cette famille et ses parents qui sont odieux, même s'ils le sont probablement. Mais si ça perdure et si aucun voisin ne vient quelque part sonder ce qui se passe, s'en inquiète, alors la maltraitance est une maltraitance sociale. Oui, on peut dire que ça fait partie des usages quasiment, enfin, je veux dire qu'ils l'acceptent. Exactement, exactement. Et tu notes que dans le raisonnement que je tiens, je fais intervenir l'État à aucun moment. Je reste juste sur la communauté, la solidarité spontanée, et donner du corps au droit naturel et à la vie sociale, parce que si, quelque part, on veut espérer que des gamins deviennent adultes et donc ne prennent part à la communauté, il faut aussi, quelque part, que la communauté les intègre et donc s'en soucie. Donc la conclusion, si tu veux, à laquelle j'arrive, c'est, bien sûr, il peut y avoir des familles odieuses, mais ces familles, elles sont dans une communauté. Et soit la communauté elle-même sera odieuse, soit au contraire, elle sera un contrepoids et une source de rééquilibre, si je puis dire, quant à la situation des enfants. Alors, passons au cran supérieur dans la chronologie de l'événement, et admettons qu'on soit dans une communauté d'assez bonne qualité, parce que ça aussi, c'est un truc que moi je répète souvent, on aura, malgré toute l'application de tous les principes libertariens de la planète, toujours que la qualité de la communauté qui dépend de la qualité de ses membres. Donc, même en appliquant le droit naturel de A à Z, si on est tous des singes qui réfléchissons à 20 minutes dans le futur, ça pètera pas bien loin, quoi. Donc là, je me positionne dans une communauté un peu plus avancée que ça, qui a justement à cœur l'avenir des enfants et qui fait attention à ses membres. Je parle de la communauté, là. Et on constate qu'une famille, je sais pas, laisse mourir de faim à moitié ses enfants, enfin, s'en occupe mal. Aujourd'hui,
il est facile de penser par le truchement de l'État, ben, on va employer la violence, on va envoyer une escouade, et puis on va extirper les enfants de la famille, puis on va les mettre dans un pensionnat, on va les confier à une famille d'accueil. Concrètement, dans une société libre où ce mécanisme ne serait pas permissible parce qu'il contrevient à toutes les règles de droit naturel, comment ça se passerait? Avant de te répondre, si tu me permets, je vais revenir sur la situation actuelle, parce que je pense que tu as omis un point de la situation actuelle, celle de l'État. Mmh. Si ce que tu as dit est tout à fait juste, tu as, je pense, oublié le fait qu'il existe aujourd'hui des organismes d'État, hein, l'aide à la prime enfance, les assistantes sociales et des trucs comme ça, fait que je pense que la tendance naturelle, de plus en plus, la tendance, hein, les gens s'en lavent les mains. Il y a plus il y a de moins en moins l'esprit de communauté, parce que justement, déjà les gens se connaissent pas forcément, bougent. Les gens se connaissent probablement moins qu'ils pouvaient se connaître à une certaine époque, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a l'État et qu'on sait que l'État est censé s'en occuper, et qu'en plus si on se mêle des trucs de l'État, ça peut être un problème. Il y a de moins en moins d'esprit de communauté, et donc les gens vont de moins en moins se préoccuper des autres. Il y a ça aussi, hein. D'ailleurs, si tu peux me permettre, je dirais même que cet état de fait s'aggrave par le fait que les gens sont même dissuadés de faire attention aux autres, Oui, parce que si on oui. fait trop attention à son voisin, on peut se retrouver poursuivi soi-même. On a C'est ça. même des cas de légitime défense où un tiers intervient pour défendre quelqu'un qui se fait agresser, c'est le défenseur qui se retrouve en tôle et en garde à vue, tout ce que tu veux, quoi. Exactement, exactement. Donc, je pense que ce point est important, parce que il y a la dimension dynamique et une dimension de déchéance dont on parlera sans doute. Mmh. Mais pour revenir sur la situation, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Je pense que la variété des choses qui peuvent être faites varie à l'envi en fonction des situations et de la psychologie de chacun. Mais je pense qu'on a tous vécu ça. Moi, quand j'étais gamin, ça m'est arrivé. Tu voyais les voisins qui commençaient déjà à venir à la maison, frapper à la porte, etc. Simplement savoir ce qui se passe, d'accord? Tu entends des cris, machin. Bah, tu viens voir, tu poses des questions, au moins par courtoisie, pas forcément pour mettre ton nez, mais déjà, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Toi, c'est le premier pas. Après, tu vois les réactions des gens, mais déjà le simple fait que quelqu'un vienne à ta porte, là, se signale à toi, ça a tendance déjà à te dire « Ah merde, je suis pas tout seul au monde, ma réputation pourrait en ternir, il faut que je fasse attention, je peux pas faire tout à fait n'importe quoi. » Bon, c'est le premier niveau. Après, il y aurait bien sûr toujours des tarés qui ne s'empêchera pas de faire des choses. Mais après, peut-être que les gamins, on va commencer par voir qu'ils ont des bleus. Et là, forcément, le niveau de pression et de sollicitation, si je puis dire positive, va monter, parce que les mères des uns et des autres elles vont vouloir s'occuper des gamins. Là-dessus, c'est naturel. Donc, la sollicitation va monter en force, et puis à un moment donné, il y aura probablement les élites locales, les chefs, entre guillemets, moralement chefs du coin vont venir dire bonjour, qu'est-ce qui se passe, comment on peut vous aider, est-ce qu'on peut vous décharger d'un gamin, c'est pour ça que je dis, tu peux imaginer ces scénarios à l'envi, mais encore une fois, soit si on est dans une communauté qui a un sens, et parce qu'on parle de gamins, et parce que les parents des autres, les mères des autres, seront amenés, conduits spontanément à chercher à préserver les gamins, alors la pression sociale va se mettre sur ces familles-là. Et je ne dis pas que ça va pas te régler tous les cas, certainement. Mais ça va forcément induire ses parents à ne pas aller complètement jusqu'au bout, si je puis dire. J'ajouterais que je vois bien un procédé de physical removal là-dedans, c'est-à-dire que si vraiment les parents maltraitants ou soupçonnés de maltraitance restent hermétiques et insensibles à leurs voisins, ben on va y aller par l'ostracisme, et puis petit à petit, on ne les recevra plus dans les commerces, voire on pourra leur couper l'accès à certaines ressources en avertissant leurs fournisseurs d'électricité
Bon, alors ça serait peut-être pas le mieux pour les gamins dans le court terme. Je sais pas là. Je réfléchis à haute voix sur tous les moyens qu'on pourrait utiliser pour faire pression sur des gens comme ça, quoi. Et jusque-là, il n'y a pas tout à fait. d'intervention armée, enfin de force. Non, Ou mais il n'y a pas besoin d'intervention armée. À partir du moment où tu as des gamins, les mères vont se mobiliser. C'est comme ça, c'est naturel. Si elles se mobilisent et que vraiment la situation s'aggrave, à ce moment-là, ce sont les pères qui vont se mobiliser. Et la pression sociale va se faire. Et donc, ça pourra monter en pression, il pourra y avoir un conflit. Mais et quelque part, ça sera sain qu'il y ait un conflit, parce que ça va obliger la situation à se nettoyer. Et bien sûr qu'il peut y avoir, ça peut finir par une expulsion, ça peut finir aussi par expulsion, on expulse ses parents mais on garde les gamins. C'est possible. On demande aux gamins avec qui ils veulent rester, toi. Bon, après, si vraiment on est sur le fait en temps réel, de constater une sorte de flagrant délit de coups et blessures, moi, je m'estime autorisé à casser la porte. Si je vois ça par la fenêtre, par exemple, à rentrer, à m'interposer physiquement et à essayer de péter la gueule, si je peux. Évidemment. Évidemment, parce que on va dire, quand tu peux dire Stéphane, violation du NAP, machin, oui et non, parce que on est dans une communauté, encore une fois, et dans une communauté, le droit sera que, et j'imagine mal une communauté dans laquelle le droit est tel que la protection des gamins ne fait pas évidence. Alors là, on va nous opposer justement tout un tas de... Enfin, nous opposer, c'est parce qu'on a déjà eu ces conversations-là que je dis ça, et qu'on connaît un peu les arguments. Tout un tas de cas où, non, ça se passera pas comme ça, et si on s'en aperçoit pas, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà le cas. De nos jours, même avec le soi-disant service de protection à l'enfance de l'État dans tous les pays du monde, si des parents sont assez habiles pour cacher la torture de leurs enfants dans le fond de leur cave et que personne ne s'en aperçoit, ça ne change rien au fait qu'il y ait une administration qui s'en occupe, quoi. Voilà, donc maintenant, le côté... alors, on est passé très rapidement là-dessus, mais en fait, pour moi, ça fait plus vraiment de différence que ce soit une agression comme des claques à répétition qui laissent des bleus ou simplement un défaut d'entretien de l'enfant en ne lui donnant pas assez à manger. Ça fait la même chose. Aucune différence par rapport au monde extérieur. L'enfant subit les choses. Et j'ai même envie de dire que ça concernerait aussi des animaux. Enfin, je veux dire, si on s'apercevait que le voisin à côté maltraite ses cochons ou ses singes, bien sûr. et que les gens sont outrés, voilà ce qui se passerait, ce serait la même chose. Mais il me semble que dans la vidéo où on a parlé du droit des animaux, je pense qu'on dit exactement ça. Il me semble bien qu'on traite de ce point et qu'on dit exactement que, puisque tu évoques ça, que la protection des animaux dans le monde libertarien, c'est pareil, c'est l'esprit naturel à la protection d'autrui, ou du faible plutôt, parce qu'en fait c'est plutôt ça, fait que la pression sociale s'exercera. C'est le même mécanisme, c'est la même chose. Alors là, je sens déjà les commentaires outrés des communistes de droite et de gauche qui vont dire « Ouais, mais vous prenez les enfants pour des animaux !» Mais quelque part... Non, on prend pas les enfants pour des animaux, on les prend pour des non-adultes. Voilà. Donc c'est la différence entre tutelle et propriété. Si tu peux faire, encore une fois, la distinction entre les deux. C'est ça. Un enfant est un enfant parce qu'il n'est pas un adulte, et il n'est pas un adulte parce qu'il n'est pas socialement et juridiquement responsable. C'est la définition même. Et donc, s'il n'est pas responsable juridiquement, il n'a pas son auto-pleine propriété. Ce n'est que quand tu es adulte que tu as ton auto-pleine propriété, ce qui est la même chose que de dire qu'il est juridiquement responsable, c'est la même chose. Okay, donc, par définition, un enfant n'est pas pleinement autopropriétaire, contrairement à tous ceux qui parlent aussi du abortion, l'avortement, machin. Okay. C'est la même chose. Donc, les parents ont la tutelle, on ne peut pas parler de propriété, parce que c'est malpropre, mais ont la tutelle de leurs enfants. Mais quelque part, cette tutelle, comme c'est du droit, c'est une reconnaissance sociale. Comme c'est du droit, c'est une reconnaissance sociale. Et donc, la communauté peut venir émettre une certaine pression sur cette tutelle. Si tu n'exerces pas bien ta tutelle, eh bien, tu n'exerces pas bien ta responsabilité de parent, au sens social,
par rapport à tes enfants. Donc, c'est là où la communauté a quelque part un droit et un devoir d'intervention. Alors, on a parlé des enfants, même des animaux, mais ça concerne aussi les personnes âgées, les handicapés, enfin tous les gens qui dépendent de quelqu'un d'autre pour vivre et qui sont donc de facto Les sous tutelle. faibles. Tous les faibles, on va dire. Les Ouais, les faibles. comateux, les comateux, les handicapés, les moteurs ou psychologiques, les enfants, les vieillards, les grabataires, que sais-je, les faibles. Les gens qui font la sieste. Là, on est sous tutelle pendant 2 heures quand on fait la sieste. C'est pour les gens qui sont réveillés autour de nous. Tu as parlé tout à l'heure de déchéance, si on peut éventuellement obliquer là-dessus. Avant ça, j'aimerais encore une fois insister sur le fait que dans une société libre, les comportements aussi, disons, malsains que ce qu'on vient d'évoquer, qui sont des comportements de désengagement des parents envers leurs enfants, de la responsabilité qu'ils en ont, seraient quand même beaucoup moins, comment dire ça, possibles ou pourraient moins se développer dans une société libre parce que justement, la pression sociale ne serait pas soumise à des règles de droit positif. Et mon premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le droit à l'image, la diffamation, etc. Si toi et moi, on constatait qu'un voisin maltraitait ses enfants, on pourrait faire un article de blog sur lui, un article de journal, une émission de télé, n'importe quoi, pour en parler et le dénoncer publiquement à la vindicte passive, pas passive, mais pacifique de toute la communauté pour faire connaître le problème à tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, ça, c'est Absolument. forcément impossible parce qu'il est Oui. strictement encadré les façons dont on a le droit de se parler les uns et les autres. Je viens encore de voir un fait divers où une dame anglaise va subir de 5 à 10 ans de prison peut-être pour avoir envoyé un texto, c'est complètement hors sujet, mais ça m'énerve, un texto qui insulte avec des mots, disons, péjoratifs sur la communauté homosexuelle, je dirais pas lequel pour pas que la chaîne saute. Elle a envoyé un commentaire comme ça à propos du gars qui lui a cassé la gueule à une de ses amies. Donc la dame était à l'hôpital, en train de se faire soigner de s'être fait vraiment violemment casser la gueule, et elle communique elle relate tous les faits à une amie. Enfin une amie, c'est pas une amie en fait, puisqu'elle l'a dénoncé à la police en montrant les textos. Et la police a débarqué chez la dame en convalescence et à 11 agents pour l'arrêter dans son bain. Elle était toute nue dans son bain quand les 11 policiers sont débarqués. Bon, voilà pour les détails scabreux de l'histoire. Moi, ce qui me met hors de moi, c'est bien sûr tout le procédé, mais c'est pour dire que dans une société libre, modulo le risque pour notre réputation et ce qu'on pourrait en subir, on n'aurait jamais de problème d'insulte ou de diffamation ou de droit à l'image ou de respect de je sais pas quoi qui est inventé de toutes pièces pour le droit positif. Et en particulier dans le cas de la protection des enfants et des faibles, si on constate un fait divers comme ça, ben, on pourra en parler et à mon avis, ça va vite calmer le jeu chez les gens qui auraient ce genre de mauvaises intentions. Mais c'est ça, absolument. Oui, Donc, je ne sais plus si on en a. La déchéance qu'on constate aujourd'hui, que tu as cité tout à l'heure, je l'impute en grosse partie au fait qu'on n'est même pas autorisé à intervenir ou même à parler, simplement à parler de faits de ce genre-là sur la place publique. Mais tu as raison, mais c'est la combinaison de tout un tas de facteurs, hein, cette déchéance. Le premier niveau de déchéance, on l'a évoqué rapidement, c'est le fait même qu'il y ait des administrations en charge de la prime enfance. Alors d'abord, ces gens-là, par définition, ils ont besoin de trouver des victimes. Donc parce que sinon ils n'existent pas. Donc ils vont trouver des victimes, parfois ils vont s'en créer, ils vont être très inquisiteurs, très curieux, très critiques de comportements parentaux, là où dans d'autres circonstances on le serait certainement moins. C'est un premier facteur qui fait que forcément il y a une pression qui est créée sur des parents qui n'auraient normalement pas lieu d'être. Bon, premier point. Une pression arbitraire en plus. Totalement arbitraire, bien sûr, totalement arbitraire. Le deuxième point, on l'a déjà dit très rapidement, c'est qu'à partir du moment où il y a une telle administration qui est en place et que la chose est réglementée et que ceci et que cela, mais les autres forcément vont s'en décharger. On paie des impôts, on peut être suspecté,
il y a de toute façon des gens qui s'en occupent, ça me regarde pas, il faut surtout pas que je m'en mêle, je pourrais avoir des problèmes. Donc, de moins en moins, la communauté, justement, va jouer son rôle de régulateur social. Bon, de plus en plus. Au fur et à mesure que l'administration prend de l'ampleur, la communauté se retire en réaction. Et comme en plus tout ça, nous sommes en plus dans le contexte de la démocratie, c'est le contexte qui est le nôtre, la législation va tendre à croître parce que évidemment les problèmes ne vont pas se régler puisque l'administration ne pourra pas régler les problèmes, ne peut pas changer l'humain. Hein. Donc les sollicitations vont se faire de plus en plus, les collabos tels que cette dame que tu évoques vont faire que de plus en plus l'administration va mettre son nez dans des situations de plus en plus fréquentes. Et privées, des situations privées. Voilà. Par ailleurs, même si c'est un autre sujet, mais par ailleurs, on sait avec Hope, etc., que la démocratie tend à faire à la décivilisation, c'est-à-dire notamment à la hausse de la préférence temporelle et donc à la perte ou la baisse de la moralité ou des valeurs sociales en général. Donc la criminalité a tendance à monter, le court-termisme a tendance à monter, et donc les parents en général vont être de plus en plus court-termistes et donc de moins en moins de bons parents au quotidien. Donc le nombre de cas effectifs, le besoin effectif des familles va croître, alors même que l'administration qui est en charge est censée s'en charger et prend de plus en plus de place dans le sujet. Et donc en fait, tout ce mécanisme complexe, hein, avec plusieurs facettes, tout ça pour dire qu'à partir du moment où il y a une administration qui s'occupe de la protection des enfants, sur le long terme, progressivement, dans un contexte démocratique en plus, on voit forcément une baisse de la qualité du rôle des parents en général, une baisse du rôle pris par la communauté et un aggravement des situations par l'emprise de facto et le caractère insidieux du rôle que prendra l'administration. Tout ça pour dire que, de toute façon, dans un monde non libre tel que le nôtre, parce que on l'a pas dit, mais on fait cette vidéo parce qu'on a eu un échange avec quelqu'un qu'on a rencontré qui s'interrogeait sur cette question, que je comprends, qui vit dans ce contexte-là et qui s'interroge justement de voir une tendance à un sujet qui ne s'améliore pas. Mais c'est normal que ça ne s'améliore pas. C'est une manifestation du phénomène général de la dégradation civilisationnelle qu'on sait très bien expliquer dans le contexte d'une démocratie. Oui, donc l'abaissement de la moralité, on va dire, générale, de la qualité de la moralité, qui est le versant de l'augmentation de la préférence temporelle, donc qui force les gens, enfin pas qui les force, qui les incite à regarder de plus en plus près dans le temps, c'est-à-dire à vivre dans l'instant présent, dans la jouissance immédiate, conduit forcément au phénomène que tu cites, surtout dans le cadre où une administration a le monopole de ce genre d'activité de protéger les enfants. Ça, c'est un gros problème qu'ils aient le monopole, parce qu'on n'a qu'une version de l'action possible, puisqu'elle est monopolistique, et donc on ne peut même pas comparer avec des alternatives qui pourraient peut-être mieux marcher, puisqu'on n'a pas le droit de les mettre en place, oui. Sinon la police arrive, quoi. Oui, tu as raison de souligner ce point, parce qu'effectivement, c'était implicite dans mon discours, mais tu as tout à fait raison. C'est qu'à partir du moment où il y a une assistante sociale, ce qu'on a en France, elle fait le vide autour d'elle, c'est-à-dire que les alternatives qui pouvaient exister, bon, il peut y en avoir encore, mais encore une fois, elles auront de moins en moins d'espace possible, et donc elles auront tendance à disparaître par faute de possibilité de... Et, comment dire, elles seront encore légitimes, elles seront de moins en moins légales, et donc de plus en plus, elles auront tendance à disparaître, effectivement. Surtout que, de ce que je connais de loin, là, des assistances sociales et de ce mécanisme administratif, il a toujours le dernier mot. Donc même si un grand-parent, un oncle, une tante, n'importe qui, un voisin se propose et semble offrir tout ce qu'il faut à l'enfant qui est en difficulté, c'est quand même l'administration qui va décider si oui ou non. Et puis si pour une raison X, ça ne fait pas son affaire, elle va foutre l'enfant complètement ailleurs,
dans un Oui, orphelinat ou dans une famille d'accueil à l'autre bout du pays, enfin, en dépit de tous les désirs des gens vraiment impliqués dans l'affaire, en fait. Parce que, encore exactement. une fois, ça ne les impacte pas. Les assistantes sociales ne vont pas forcément subir des pertes de travail, de revenus ou dans leur business. Ça va continuer comme avant, quoi qu'il arrive. Donc, elles vont forcément intégrer leurs propres préférences dans l'équation, parce qu'elles ne dépendent Évidemment, absolument pas du reste du public. absolument. Et donc notamment, je vais dire n'importe quoi, mais si les assistantes sociales qui aiment pas les blonds frisés, elles seront plus dures avec les blonds frisés. Oui, évidemment, évidemment. On est dans une approche qui est parfaitement arbitraire, totalement déresponsabilisée et déresponsabilisante, alors même, et je pense peut-être ce point est important, alors même que dès le départ, le sujet même est au contraire un sujet de responsabilité des parents. Hein. Tout le sujet comment dire, dans le monde libre, tout le sujet consiste à dire la pression sociale est le garant de la qualité parentale, ou de la tendance à la qualité parentale. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Mais ce qui fera la qualité des parents, ce sera justement la société, la communauté, et la pression et les pratiques instillées par cette communauté auprès des parents. Hein, l'héritage culturel, fondamentalement. Justement pour les responsabiliser par rapport au social et par rapport à leurs gamins. Donc la responsabilité des parents est le nerf de la guerre dans cette histoire. Alors même que le fait que des assistantes sociales et assimilées interviennent et prennent des décisions péremptoires est un trait caractéristique de déresponsabilisation des Mhm. parents, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il faut. C'est amusant là parce qu'on est en train de parler de comment sauver les enfants des mauvais parents dans un cadre social où on infantilise les adultes en fait et on les transforme en enfants, quoi. Donc C'est effectivement, exactement ça. ça ne peut aller que vers le bas C'est tout ça. exactement ça. C'est ça. On vient te dire qu'on sait mieux que toi comment faire des enfants, alors que les rapports sociaux qu'on établit sont ceux de l'infantilisation. Absolument. Je rappelle quand même que pendant Covid, on nous expliquait qu'il fallait ouvrir les fenêtres pour aérer chez nous, hein. Enfin bon. J'ai envie de faire aussi le lien avec la thèse de Amos ou de Hulsmann, où en fait, que ce soit dans ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, la protection des petits-enfants, ou n'importe quel autre sujet comme la nourriture ou l'instruction, on est dans le fiat, c'est-à-dire qu'on a les parents de la qualité qui découle du fait qu'on est dans un monde de fiat. J'ai pas dit de fiotte, j'ai dit de fiat, de monnaie fiat, enfin de devise fiat, qui est inventée ex nihilo et qui finalement alimente les pires penchants décivilisateurs de la société. Donc ça amène à la malbouffe, ça amène à l'éducation de merde, mais ça amène aussi à des parents de très basse qualité. Moi, j'ai immédiatement en tête ces gens qu'on subventionne avec des minima sociaux et des RSA et des machins comme ça, donc qui se sentent les largesses de procréer, mais qui ne l'auraient jamais fait s'ils étaient responsables de leur propre sort et de subvenir aux Exact. besoins directs des enfants. Ils se disent, oh bah de toute façon c'est pas grave, j'aurai des subventions, j'aurai des allocs, puis dans le pire des cas je peux les abandonner, enfin donc pourquoi pas. En fait l'enfant ça devient un passe-temps ou un divertissement, Une monnaie comme un animal d'échange. de compagnie peut-être des fois, bon j'exagère, je force le Mmh. trait, mais c'est pour montrer dans quel sens j'ai l'impression que les mentalités évoluent ou dévoluent. Oui, oui, mais je pense même que l'enfant est une monnaie d'échange. Hein. C'est à partir du moment où tu as des allocs et donc plus tu fais de gamins, plus tu as d'allocs, l'enfant est une monnaie d'échange. Oui, bah, après, moi, je connais pas les chiffres, mais même au Québec, il y a des genres de mécanismes où l'équivalent du RSA ici te permet de vivre quand même de façon correcte, sans travailler, avec 3-4 enfants, parce que justement, tu as un montant par tête de pipe, et puis voilà quoi. Et ça fait peut-être même partie du calcul initial. Mais bien Alors, sûr, après, je vais pas imputer évidemment. des intentions aux gens que je connais pas, mais ça serait pas étonnant, quoi. Non, mais on connaît des exemples mais bien sûr, mais ça existe, bien évidemment. Bien sûr. Donc, en fait, dans un monde libre où ça n'existerait pas, parce que la charité libre serait plus soucieuse de la qualité de ses actions, et donc de pas distribuer en version sprinkler le pognon de ses adhérents, enfin des adhérents de ces associations caritatives, et donc chercherait vraiment à aider des gens en difficulté qui, entre guillemets, correspondent aux valeurs de l'association et des adhérents. Il n'y aurait pas de distribution aveugle sur des critères administratifs. Ah, si on remplit toutes les cases,
bim, ça tombe dans le compte en banque. Et donc, ça participe aussi d'une amélioration du sort des enfants, de libérer les gens de cette drogue. En fait, c'est de la drogue, ce truc, cet assistanat social. Mais tu sais, j'essaie souvent d'expliquer aux gens qui comprennent pas comment fonctionne l'anarchapie libérali, qui notamment ne voient pas, je digresse, mais je vais revenir, qui ne voient pas comment il est possible que le régalien puisse être confié au privé. Hein, ouais, type exemple classique. Hein. Et pourtant, on essaie de leur expliquer un truc qui est très très simple, qui consiste à dire, dans la mesure où le régalien est fondamental, c'est pour ça que vous posez cette question, le régalien est fondamental à une société, et n'importe qui réfléchit à une société très vite se rendra compte de ça, parce que la criminalité, et parce que le besoin de justice, etc. Donc très très vite, le régalien dans une société s'avère être un besoin très fort. Ok ? C'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui est un besoin social. Et parce que c'est un besoin social, il y aura besoin de trouver des solutions. Et les entrepreneurs seront là, naturellement. Il y aura besoin d'entrepreneurs qui proposeront des solutions parce qu'il y aura des besoins à assouvir. Bon. La survie des gamins et la prospérité et la pérennité d'une communauté et d'une société, c'est pareil. C'est un besoin vital. C'est un besoin vital. L'humanité existe encore parce que justement, on a su, à travers les générations, traiter ce problème. Sinon, on aurait disparu depuis longtemps. Et des problèmes de parents qui ont maltraité leurs gamins, ça existe certainement depuis la nuit des temps. Comment on a traité ça même du temps où on était des tribus, des clans, tout ce que tu veux, on l'a traité par la responsabilisation des parents, par la pression sociale. Pourquoi ce mécanisme qui nous vient de la nuit des temps et qui est extrêmement simple, pourquoi il serait plus valable aujourd'hui ? Parce que c'est plus pareil, je sais pas. Les socialistes de droite et de gauche ont toujours plein d'arguments. Et parce qu'on va te dire que l'homme a changé, ou parce que... Ah oui, on est des loups pour l'homme, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai, j'oubliais. On est tous des prédateurs, on est tous des pourris. Tellement d'angoisse dans l'être humain. Hein. Là, je suis sur du coq à l'âne, mais pas vraiment. Je songe à un couple d'amis qui ont enfin réussi à adopter une petite fille. Super. Après une bonne décennie de démarches. Hein. Mon Dieu, les pauvres. C'est là que je voulais aller, sur le côté vraiment dégueulasse de ce qui se passe administrativement. Et là, c'est sur le dos de tout le monde que ça tombe, celui des enfants et celui des parents qui ont envie justement et qui voudraient accueillir des enfants et qui ne peuvent pas le faire parce qu'on leur donne pas l'autorisation. Bien sûr. Et moi, ce qui me révolte le plus, c'est que dans le cas de ces amis auxquels je pense, il y a encore la mère de la petite fille dans le tableau, plus ou moins à distance. Et il va devoir se passer 2 à 3 ans avant que le verrou soit définitivement fermé. Mon Dieu. Donc c'est une anecdote que je trouve déplorable. Elle est représentative. Représentative de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'administration n'en a strictement rien à foutre du bonheur des gens. En l'occurrence, là, ils vont dire qu'ils se préoccupent du bonheur de la mère biologique qui pourrait éventuellement revenir sur sa décision d'abandon. Alors que probablement alors que probablement elle est même pas française ou québécoise. Oui, alors ça, j'en sais rien, mais c'est même pas. Je veux dire, à un moment donné. Non, mais l'administration va mettre une priorité plus forte envers quelqu'un d'étranger vis-à-vis que ses propres concitoyens en plus. Ah oui, en plus, il y a ça, bien sûr. Okay. Ben là, c'est possible, je me rappelle plus les détails, mais bon. Je veux dire, quelqu'un qui a manifesté le désir d'abandonner son enfant, son petit bébé, en fait, c'était un bébé à l'époque, il y a quelques mois, c'est quand même une grosse démarche, quoi. Enfin, je veux dire, à mon avis, si tu le fais à la légère, bah, tu mérites même pas de le garder. Et si tu le fais pas à la légère, tu as pris ta décision. C'est ça. Donc après, on va avoir une sorte d'administration à la genre mi-hippie, mi-socialiste. Ah, mais oui, mais on sait jamais, gna gna gna. On va vous donner une porte de sortie pendant 3 ans, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de truc, quoi? Surtout que c'est la croix et la bannière, rien que pour être admis dans le cercle des élus, des parents élus qui auraient éventuellement la grâce de bénéficier de la bonté de l'administration pour qu'on leur attribue un enfant comme... Mais putain, on se croirait vraiment dans le meilleur des mondes. Mais reprends mon brin de paille, hein. La mère qui met un brin de paille,
Elle a déjà pris sa décision. C'est ça. Et elle n'attend que quelqu'un qui accepte de prendre la décision inverse en retour. C'est tout. Elle a déjà pris sa décision. Alors pour conclure, j'ai envie de dire que dans une société libre, comme on le dit à chaque fois pour tous les sujets qu'on aborde, que ce soit la pollution, le crime, quoi que ce soit, dans une société libre, on n'arrivera pas à éradiquer les comportements moralement répréhensibles et les problèmes sociaux qu'on évoque tout le temps, mais ce qu'on peut garantir en revanche, c'est qu'il y en aura moins, ils seront moins graves et résolus de manière plus rapide et surtout plus humaine que ce qu'on a actuellement avec le monstre soviétique qui nous écrase dans tous les pays du monde. Alors, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Ah. On a fait une vidéo, il me semble, sur le darwinisme. Ouais. Et je pense qu'il faut revenir dessus. C'est-à-dire que non seulement ce que tu dis est vrai, je te rassure. Ah. Euh, parce que ce que tu dis, c'est qu'on n'a jamais prétendu à la perfection de la société libre, et tu as raison. Qu'à contrario, elle est forcément meilleure que la décivilisation qui caractérise la démocratie. On est d'accord aussi. Ça. Mais je pense qu'il faut quand même remettre sur la table le troisième volet, qui est le darwinisme social, qui est que dans la société libre, même si elle n'est jamais parfaite, elle, par contre, elle converge vers une asymptote d'amélioration. Ah oui, ok, oui. Mais l'asymptote, alors là, on change complètement de sujet, je pense que ça fera une jolie conclusion, mais l'asymptote n'est jamais un argument parce que tu sais bien que nos amis étatistes qui ne peuvent absolument pas admettre les idées libérales raisonnent de la manière que si ce n'est pas entièrement parfait, scintillant et bien taillé, alors c'est intégralement à jeter à la poubelle. Tu le sais, Mais bien ça. sûr. Mais bien sûr. Et ils ne voient pas, par contre, l'asymptote inverse de la démocratie qui, elle, si nous, on n'arrive pas à converger vers l'infini, eux, ils convergent vers zéro. Ah ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Je pense qu'on a fait un tour intéressant sur cette question de protection des enfants, sans vouloir faire trop de redondance avec la vidéo d'il y a quelques semaines sur justement des problèmes un peu plus scabreux et dégueulasses de pédophilie et de trafic. Donc on va pas forcément revenir là-dessus maintenant. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire? Justement, juste simplement pour ceux qui ont sollicité cette discussion, qu'ils mettent en commentaire si on a répondu à la question ou s'il y a encore des questions ouvertes. On essaiera de répondre. D'ailleurs, j'invite les gens qui se posent des questions pointues comme ça et qui sont de bonne foi, bien sûr, à nous contacter et on pourrait faire des discussions à 3 ou 4 là et puis essayer de voir comment on pourrait répondre en direct aux questions plutôt que de faire des monologues à 2. Mais je l'aime bien celle-là. Mais donc oui, si vous avez des questions, alors que ce soit sur les enfants ou sur n'importe quel sujet, et que vous avez des doutes sur les façons dont les problèmes auxquels vous pensez se résoudraient dans une anarchapie, ça nous fera bien plaisir de parler avec des têtes nouvelles et puis de répondre en direct. Oui, je suis d'accord, et je dirais, on commence à avoir traité pas mal de points, plus ou moins théoriques, etc. Là, on est plus peut-être sur une étude de cas quelque part. Je pense qu'on a encore largement des études de cas qu'on peut envisager. Proposez-nous des études de cas. C'est pas des trucs trop caricaturaux, mais il y a certainement tout un tas d'études de cas qui méritent certainement qu'on les aborde et qui peuvent aider à faire avancer la réflexion ou la prise ou la concrétisation plutôt de ce qu'on a déjà fait. Ouais, typiquement, les histoires d'écologie, de pollution, d'infrastructure, de routes, de machin, c'est des questions qui reviennent souvent parce que c'est vrai que ça nous touche tous et qu'on peut difficilement faire sans. Donc, on sera très content de rouvrir ces sujets-là avec des études de cas précis, des scénarios et puis de voir comment on peut vous répondre. Je te remercie beaucoup, Stéphane, pour cette nouvelle conversation et puis je te donne rendez-vous très bientôt pour un autre sujet. À très bientôt, Laurent. Merci.